Salut les astronomes en herbe. Aujourd'hui, on va parler de l'aventure la plus incroyable de l'histoire de l'humanité, les missions Apollo. L'épopée qui a permis à 12 humains de marcher sur la Lune entre 1969 et 1972. C'était il y a plus de 50 ans, mais ça reste l'un des exploits les plus fous jamais réalisés. Comment ont-ils fait? Qui étaient ces héros? Et pourquoi certains pensent encore que c'était un canular? Prépare-toi parce qu'on va revivre cette aventure extraordinaire du début à la fin. Alors, attachez vos ceintures spatiales, on décolle vers la Lune. Tout commence dans les années 1960, en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique se livrent une bataille acharnée, pas avec des armes, mais avec des fusées. C'est ce qu'on appelle la course à l'espace. Et au début, les Soviétiques écrasent complètement les Américains. En 1957, ils envoient Spoutnik, le premier satellite artificiel. En 1961, Youri Gagarin devient le premier humain dans l'espace. Les Américains sont humiliés, terrifiés même. Si les Soviétiques dominent l'espace, ils pourraient dominer le monde. Le président américain John F. Kennedy comprend qu'il faut frapper un grand coup. Le 25 mai 1961, il prononce un discours historique devant le Congrès américain. Je crois que cette nation devrait s'engager à atteindre l'objectif, avant la fin de cette décennie, de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Boum! L'objectif est fixé. Aller sur la Lune avant 1970. C'est complètement fou quand on y pense. À ce moment-là, les Américains ont envoyé un seul astronaute dans l'espace, pour un vol de 15 minutes, et Kennedy leur demande d'aller sur la Lune en moins de 9 ans. Mais pourquoi la Lune? Pourquoi pas Mars ou une station spatiale? Parce que c'est un objectif clair, mesurable et surtout visible par tout le monde. Si les Américains réussissent, le monde entier le verra. Ce sera la preuve ultime de leur supériorité technologique. Et puis Kennedy savait que c'était quelque chose que les Soviétiques n'avaient encore réussi. C'était la chance de les battre. Le programme Apollo est lancé, et c'est absolument titanesque. À son apogée, 400 000 personnes travaillent sur le projet. Ingénieurs, techniciens, scientifiques, ouvriers, mathématiciens. Des entreprises dans tout le pays fabriquent des pièces. Le budget est colossal, 25 milliards de dollars de l'époque, soit environ 280 milliards de dollars d'aujourd'hui. C'est plus que le coût de la construction du canal de Paname. Le gouvernement américain dépense 4% de son budget fédéral total pour aller sur la Lune. C'est énorme. Mais il y a un problème de taille. Personne ne sait vraiment comment aller sur la Lune. Il faut tout inventer de zéro. La fusée, le vaisseau spatial, les combinaisons, les systèmes de navigation, les communications, tout. Et il faut que tout fonctionne parfaitement, parce qu'en cas de problème, personne ne pourra venir les sauver. Les astronautes seront à 380 000 km de chez eux, seuls dans le vide spatial. Les premières missions Apollo sont des tests. Apollo 1 devait être le premier vol habité, mais une tragédie terrible se produit. Le 27 janvier 1967, pendant un test au sol, un incendie éclate dans la capsule. En quelques secondes, l'intérieur devient un enfer. Les 3 astronautes, Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, meurent asphyxiés. C'est un choc terrible pour la NASA et pour toute l'Amérique. Le programme est suspendu pendant presque 2 ans. On refait tout de zéro. On améliore la sécurité, on change les matériaux inflammables. Ces 3 astronautes ont donné leur vie, mais leurs sacrifices ont sauvé les missions suivantes. Le programme reprend avec Apollo 7 en octobre 1968, un test en orbite terrestre. Puis vient Apollo 8 en décembre 1968. Et là, c'est le grand saut. Pour la première fois, des humains quittent l'orbite terrestre et voyagent vers la Lune. Frank Borman, Jim Lovell et William Anders deviennent les premiers humains à voir la face cachée de la Lune, celle qu'on ne voit jamais depuis la Terre. Ils font 10 orbites autour de la Lune pendant Noël 1968 et prennent une photo qui va changer le monde. Earthrise, le lever de Terre vu depuis la Lune. Cette image de notre planète bleue et fragile flottant dans le vide noir bouleverse l'humanité entière. On réalise à quel point la Terre est belle, unique et précieuse. Apollo 9 et Apollo 10 testent tous les équipements en conditions réelles. Apollo 10 va jusqu'à 15 km de la surface lunaire. Ils font tout sauf atterrir. C'est la répétition générale. Et puis arrive le grand moment. Apollo 11. Le 16 juillet 1969, une fusée Saturne V géante décolle du centre spatial Kennedy en Floride. À son bord, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. 1 million de personnes assistent au lancement sur place. Des centaines de millions regardent à la télévision dans le monde entier. La fusée Saturne V, c'est un monstre, 110 mètres de haut, 3000 tonnes, la machine la plus puissante jamais construite par l'humanité. Le voyage vers la Lune dure 3 jours.
Imagine, 3 jours enfermés dans une capsule à peine plus grande qu'une voiture, à voyager à 40 000 km/h dans le vide spatial. Pas de gravité, nourriture lyophilisée, toilettes rudimentaires et la conscience permanente qu'un seul problème technique pourrait les tuer instantanément. Mais les 3 astronautes sont des professionnels ultra entraînés, d'anciens pilotes militaires qui ont l'habitude du danger. Le 20 juillet 1969, Armstrong et Aldrin descendent dans le module lunaire, surnommé Eagle, l'aigle, tandis que Collins reste en orbite lunaire dans le module de commande Columbia. La descente vers la Lune commence. C'est le moment le plus stressant. Le module lunaire n'a jamais été testé dans les conditions réelles. C'est un engin fragile, tout en aluminium, avec des parois aussi fines que du papier aluminium. Un seul impact de micrométéorite pourrait le percer. Et puis, des problèmes surgissent. L'ordinateur de bord sonne des alarmes. Il est surchargé de calculs. Au centre de contrôle à Houston, c'est la panique. Faut-il aborter la mission? Non, décide-t-il. On continue. Puis Armstrong réalise qu'ils vont atterrir dans un champ de rochers. L'ordinateur les guide vers un cratère rempli de pierres grosses comme des voitures. Impossible d'atterrir là. Armstrong prend les commandes manuelles et cherche un endroit plat. Le carburant s'épuise. Il reste 60 secondes, 40 secondes, 20 secondes. Au centre de contrôle, tout le monde retient son souffle. Et puis, finalement, contact light. Le module lunaire touche le sol, avec seulement 17 secondes de carburant restant. C'était -1. Armstrong annonce calmement « Houston, ici la base de la tranquillité. L'aigle a atterri. » L'aigle a atterri. Ces mots résonnent dans le monde entier. C'est fait. Des humains sont sur la Lune. Dans la salle de contrôle, c'est l'explosion de joie. Des gens pleurent, s'embrassent, se tapent dans le dos. Ils ont réussi l'impossible. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, il faut sortir. Armstrong et Aldrin doivent attendre plusieurs heures avant de pouvoir ouvrir l'écoutille. Ils vérifient tous les systèmes, enfilent leur combinaison spatiale massive, dépressurisent le module. Et puis, Neil Armstrong ouvre la porte et descend l'échelle. À 2h56 UTC, le 21 juillet 1969, son pied touche le sol lunaire. Il prononce les mots immortels « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». En direct, 600 millions de personnes dans le monde regardent cette image granuleuse en noir et blanc d'un homme marchant sur un autre monde. Buzz Aldrin le rejoint 19 minutes plus tard. Il décrit la Lune comme une magnifique désolation. Il plante le drapeau américain, installe des instruments scientifiques, collecte 21 kilos de roches lunaires et prennent des photos. Il passe seulement 2h30 à l'extérieur, mais ces 2 heures changent l'histoire à jamais. Ils sautillent comme des kangourous à cause de la faible gravité, ils font des expériences et ils contemplent la Terre qui brille dans le ciel noir. Armstrong dit plus tard que marcher sur la Lune était facile, mais que voir la Terre depuis là-bas était l'expérience la plus bouleversante. Pendant ce temps, Michael Collins orbite seul autour de la Lune. Chaque fois qu'il passe derrière la face cachée, il perd tout contact radio avec la Terre et avec ses 2 collègues. Il est l'humain le plus isolé de l'histoire, complètement seul à 380 000 km de chez lui. Il dira plus tard qu'il ne se sentait pas seul, mais privilégié d'avoir cette vue extraordinaire. Mais il s'inquiétait quand même. Et si ses collègues ne pouvaient pas redécoller? Il devrait rentrer sur Terre seul en ayant abandonné 2 hommes sur la Lune. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Après leur sortie lunaire, Armstrong et Aldrin remontent dans le module, se reposent quelques heures, difficile de dormir avec l'adrénaline, et puis vient le moment le plus dangereux, le décollage lunaire. Le moteur du module lunaire doit absolument fonctionner du premier coup. Il n'y a pas de plan B. S'il ne démarre pas, ils sont coincés sur la Lune pour toujours, et le moteur n'a jamais été testé dans les conditions réelles. Mais il fonctionne parfaitement. Le module décolle, rejoint Columbia en orbite, et les 3 astronautes repartent vers la Terre. Le 24 juillet 1969, la capsule rentre dans l'atmosphère terrestre à 40 000 km/h. La friction avec l'air crée une boule de feu. Les astronautes subissent une force de 6 G, 6 fois leur poids. Et puis les parachutes s'ouvrent et la capsule amérit dans l'océan Pacifique. Des plongeurs de la Navy les récupèrent et ils sont mis en quarantaine pendant 3 semaines, au cas où ils auraient ramené des microbes lunaires. Ils n'en ont pas ramené, évidemment, parce que la Lune est stérile, mais à l'époque, on ne voulait prendre aucun risque. Le monde entier célèbre leur retour. Armstrong, Aldrin et Collins deviennent instantanément les personnes les plus célèbres de la planète. Ils font des tournées mondiales, rencontrent des rois, des présidents, des papes, mais Neil Armstrong, malgré sa célébrité, reste humble.
il dira toujours qu'il représentait les 400 000 personnes qui ont travaillé sur Apollo. Mais Apollo 11, ce n'est que le début. Il y aura 5 autres missions qui atterriront sur la Lune. Apollo 12, en novembre 1969, atterrit avec une précision incroyable près de la sonde Surveyor 3, qui était là depuis 2 ans. Les astronautes récupèrent des pièces de la sonde pour voir comment elles ont résisté à l'environnement lunaire. Apollo 13, en avril 1970, aurait dû être la 3e mission lunaire, mais elle devient le plus grand sauvetage de l'histoire spatiale. À mi-chemin vers la Lune, un réservoir d'oxygène explose. Boum! Les astronautes Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise entendent une explosion et voient les systèmes tomber en panne. Swigert annonce calmement « Houston, nous avons un problème ». C'est un euphémisme. Le module de commande perd son oxygène, son électricité, son eau. La mission lunaire est abandonnée immédiatement. Le seul objectif maintenant, C'est une course contre la montre incroyable. Les astronautes se réfugient dans le module lunaire qui devient leur canot de sauvetage. Mais il est conçu pour 2 personnes pendant 2 jours, pas pour 3 personnes pendant 4 jours. Ils doivent économiser l'énergie, l'eau, l'oxygène. Ils ont froid, la température descend à 3 degrés Celsius, l'humidité condense sur les parois, ils ne peuvent presque pas dormir, ils ont faim et soif. Et le CO2 s'accumule parce que les filtres du module de commande ne sont pas compatibles avec ceux du module lunaire. Les ingénieurs à Houston inventent une solution avec ce qu'il y a à bord, du carton, du ruban adhésif, des sacs en plastique. Ils créent un adaptateur de fortune pour connecter les filtres incompatibles. Ça marche, mais les défis continuent. Il faut corriger la trajectoire avec les moteurs du module lunaire alors qu'ils ne sont pas prévus pour ça. Il faut rallumer le module de commande qui a été complètement éteint pour économiser l'énergie, ce qui n'a jamais été testé. Personne ne sait si ça va fonctionner. Finalement, après 4 jours d'enfer, les 3 astronautes larguent le module lunaire qui les a sauvés, rallument le module de commande et rentrent dans l'atmosphère. Tout le monde retient son souffle pendant les 3 minutes de silence radio lors de la rentrée atmosphérique. Et puis, hello Houston, ils sont vivants, ils amérissent en sécurité. C'est un miracle. Jim Lovell dira plus tard, Apollo 13 a été un échec glorieux. On n'a pas atterri sur la Lune, mais on a montré ce que l'humanité peut accomplir quand elle travaille ensemble face au désastre. Apollo 15, en 1971, ramène la confiance. Alan Shepard, le premier Américain dans l'espace 10 ans plus tôt, marche enfin sur la Lune à 47 ans. Il emmène même des balles de golf et frappe quelques coups sur la Lune. Dans la faible gravité, une balle vole des kilomètres et des kilomètres, selon ses dires, même si en réalité, c'était probablement quelques centaines de mètres. Apollo 14, 16 et 17 sont des missions scientifiques avancées. Les astronautes restent plus longtemps, explorent plus loin, utilisent le rover lunaire, une voiture électrique sur la Lune. Ils peuvent s'éloigner à plusieurs kilomètres du module, grimper des montagnes, descendre dans des cratères. Ils collectent des centaines de kilos de roches, dont certaines vieilles de 4 milliards d'années. Ces roches nous ont appris énormément sur la formation de la Lune, l'histoire du système solaire et même l'évolution de la vie sur Terre. Apollo 17, en décembre 1972, est la dernière mission. Eugene Cernan devient le dernier humain à marcher sur la Lune. Avant de remonter dans le module pour la dernière fois, il dit « Je suis sur la surface et alors que je fais le dernier pas de l'homme sur la Lune pour un certain temps dans le futur, j'aimerais simplement dire ce que je crois que l'histoire enregistrera, que le défi de l'Amérique d'aujourd'hui a forgé le destin de l'homme de demain. » Des mots prophétiques. Depuis décembre 1972, aucun humain n'est retourné sur la Lune. Ça fait plus de 50 ans. Pourquoi a-t-on arrêté? Plusieurs raisons. D'abord, le coût était énorme et le public commençait à se lasser. Les premières missions faisaient la une de tous les journaux, mais à la fin, les gens trouvaient ça presque routinier. Ensuite, on avait gagné la course spatiale contre les soviétiques. L'objectif politique était atteint. Enfin, il y avait d'autres priorités. La guerre du Vietnam coûtait cher, il y avait des problèmes sociaux aux États-Unis et beaucoup de gens trouvaient indécent de dépenser autant d'argent pour la Lune alors qu'il y avait tant de pauvreté sur Terre. 3 missions Apollo programmées, 18, 19 et 20, ont été annulées. Les fusées et les capsules construites ont fini dans des musées. C'est tragique d'une certaine façon. On avait la technologie pour continuer, mais on a choisi d'arrêter. Au total, 12 hommes ont marché sur la Lune,
tous américains, tous nés entre 1930 et 1935, tous pilotes militaires, tous blancs, tous hommes. 4 d'entre eux sont encore vivants aujourd'hui, en 2026, Buzz Aldrin, David Scott, Charles Duke et Harrison Schmitt. Ils sont les derniers témoins vivants de cette aventure extraordinaire. Ces missions Apollo ont ramené 392 kilos de roches lunaires qui sont toujours étudiées aujourd'hui. Chaque année, des scientifiques font de nouvelles découvertes en analysant ces échantillons avec des instruments plus en plus précis. Ces roches nous ont appris que la Lune s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, probablement suite à un impact géant, qu'elle a eu une activité volcanique pendant des milliards d'années et qu'elle est bombardée constamment par des micrométéorites. Mais il y a des gens qui croient encore que tout était truqué. Les conspirationnistes prétendent que les alunissages ont été filmés dans un studio de Hollywood. Leur preuve, le drapeau qui semble flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune, faux, il est maintenu rigide par une barre horizontale, les photos sans étoiles, normal, le sol lunaire est très lumineux et les appareils photos sont réglés pour ça, ce qui rend les étoiles invisibles. Les ombres qui vont dans différentes directions, normal, le sol lunaire est irrégulier et réfléchit la lumière. Toutes ces théories ont été démontées des milliers de fois. Et surtout, il y a des preuves irréfutables. Les 392 kilos de roches lunaires qui ont des propriétés qu'on ne peut pas reproduire sur Terre. Les réflecteurs laser installés sur la Lune qu'on utilise encore aujourd'hui pour mesurer avec précision la distance Terre-Lune. Les photos récentes de sondes comme le Lunar Reconnaissance Orbiter qui montrent les sites d'alunissage avec les modules, les rovers et même les traces des astronautes toujours visibles après 50 ans. Et puis, truquer, ça aurait été impossible. Il aurait fallu faire taire des milliers de personnes pendant 50 ans. Aucun secret aussi énorme n'a jamais été gardé aussi longtemps. Les soviétiques, nos ennemis de l'époque, ont suivi toutes les missions avec leurs radars et leurs télescopes. S'ils avaient détecté une fraude, ils l'auraient crié sur tous les toits. Mais ils ont reconnu nos succès parce qu'ils étaient réels. Apollo, c'est bien plus qu'une victoire politique. C'est la preuve que l'humanité peut accomplir l'impossible quand elle s'y met vraiment. C'est une source d'inspiration qui a poussé des millions de jeunes à devenir scientifiques, ingénieurs, astronautes. Les technologies développées pour Apollo ont eu des retombées extraordinaires. Les ordinateurs miniaturisés, les matériaux légers et résistants, les systèmes de purification d'eau, les outils sans fil, les combinaisons isolantes pour les pompiers et tellement d'autres choses. Apollo nous a aussi donné une nouvelle perspective sur notre place dans l'univers. Voir la Terre depuis la Lune, cette petite bille bleue fragile dans l'immensité noire de l'espace, ça a changé notre façon de voir notre planète. Ça a contribué au mouvement écologique. On a réalisé que la Terre est notre seule maison, qu'elle est précieuse, unique et qu'on doit en prendre soin. Et devine quoi, on va bientôt y retourner avec le programme Artemis. Cette fois, ce ne sera pas juste planter un drapeau et repartir. On va s'installer, construire des bases, faire de la vraie science et utiliser la Lune comme tremplin vers Mars. Et cette fois, ce ne sera pas seulement des hommes blancs américains. La première femme et la première personne de couleur marcheront sur la Lune. Ce sera vraiment l'humanité entière qui ira sur la Lune, pas juste un pays. Les 12 astronautes d'Apollo étaient des pionniers, des héros, des explorateurs dans la plus pure tradition. Ils ont risqué leur vie pour repousser les frontières de l'humanité. Certains, comme Neil Armstrong, sont restés humbles et discrets malgré leur gloire. D'autres, comme Buzz Aldrin, sont devenus des promoteurs passionnés de l'exploration spatiale. Certains ont trouvé ça difficile de revenir à une vie normale après avoir marché sur la Lune. Comment retournes-tu à une vie ordinaire après avoir été à 380 000 km de chez toi ? Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 ont réussi leur mission lunaire. Apollo 13 a survécu contre toute attente. Mais n'oublions jamais Apollo 1 et les 3 astronautes morts dans l'incendie. Sans leur sacrifice, les missions suivantes n'auraient peut-être pas réussi. Ils font partie de cette histoire, eux aussi. Alors, pour conclure, les missions Apollo, c'est l'une des plus grandes aventures de l'histoire humaine. C'est la preuve que quand on se donne les moyens, qu'on y croit vraiment, qu'on travaille ensemble, on peut accomplir l'impossible. Ces 12 hommes qui ont marché sur un autre monde, des centaines de milliers de personnes qui ont contribué à ce succès et des milliards de personnes qui ont rêvé avec eux. Et toi qui regardes cette vidéo, tu vas peut-être voir des humains retourner sur la Lune dans les prochaines années. Tu pourrais même en faire partie si tu deviens astronaute.
L'aventure continue et elle ne fait que commencer. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu spatial. Dis-moi en commentaire quelle mission Apollo te fascine le plus. Apollo 11 est le premier pas, Apollo 13 est le sauvetage miraculeux. À bientôt pour de nouvelles aventures.